شكرا للسيد العميد، وننتقل نعطي الكلمة للسيد اسماعيل قصو، فليتفضل نائب رئيس الجامعة مكلف بالتعاون والبحث العلمي، فليتفضل مشكورا. اسمحوا لي باش ندير مداخلة جديدة باللغة الفرنسية. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants. Alors, j'ai pas prévu de discours, monsieur le doyen. Donc, je vais essayer d'articuler mon intervention autour de quelques idées maîtresses pour vous tenir au courant d'une part de ce qui se fait au niveau national, au niveau de la recherche, au niveau de la réforme doctorale, au niveau de notre université et au niveau bien sûr de la faculté et des sciences de l'éducation. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter Sifideh pour sa présentation. J'ai rien à dire, hein. Il a tout dit. Il a vraiment bien présenté la problématique. Et je sais que c'est quelqu'un qui est assez consciencieux, puisque dès qu'il est arrivé au poste de doyen, il a demandé à me voir, on a discuté avec les responsables d'équipe pour réfléchir justement à comment dynamiser la recherche en sciences d'éducation. C'est très important. Alors je vais commencer ma présentation par parler de la recherche de manière générale, ce qui se fait au niveau mondial. Parce que le Maroc n'est pas isolé de son environnement. Nous sommes situés, bien sûr, dans le continent africain, on ne doit pas l'oublier, dans le monde arabe et musulman, dans la Méditerranée et dans le monde. Donc tous ces paramètres-là doivent fortement nous pousser à réfléchir non seulement à notre recherche, mais à l'impact de notre recherche. Un des points intéressants qui a été dit par le professeur Kitaï, c'est qu'est-ce qu'on produit? Quel est l'impact de ce qu'on produit? C'est une réflexion qui n'est pas uniquement nationale, mais qui est mondiale. Il y a eu plusieurs recherches faites ces dernières années, dont une qui aboutit à un résultat. 90% des recherches qui sont faites dans le monde ne servent à rien. Elles ne servent à rien parce qu'on se contente de répéter ce qui existe déjà. Et là, on revient au paradigme de la recherche. La recherche, c'est essayer de résoudre un problème en apportant des solutions innovantes. Il faut d'abord identifier le problème. Il faut que ce soit un problème. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas des problèmes. On n'est pas sur des questions philosophiques. On ne va pas se poser des questions philosophiques. Non. Nous sommes là pour répondre à des problématiques du quotidien, de nos citoyens. Si on revient au Maroc, quel est un des problèmes que nous avons depuis des années? C'est le problème d'éducation. À tous les niveaux, niveau primaire, niveau secondaire, niveau du supérieur. Pourquoi a-t-on des problèmes? Là, c'est un vaste champ. On doit essayer d'identifier ces problèmes-là, on doit essayer d'identifier qu'est-ce qui peut nous pousser, comment peut-on faire pour améliorer toutes ces problématiques-là. Et on doit aussi réfléchir à toutes les questions auxquelles on refuse de répondre, les questions qui fâchent. Est-ce que l'enseignant est une part du problème? Le deuxième point au niveau mondial auquel on réfléchit, sur lequel on discute, c'est la problématique de l'éthique. Et l'éthique, je peux vous le dire, c'est un des problèmes majeurs que nous avons au niveau du Maroc et également au niveau de notre université. L'éthique, c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi. On ne va pas écrire une charte d'éthique. On n'a pas besoin de le dire. Est-ce qu'il faut dire aux gens qu'il ne faut pas tricher? On n'a pas besoin de le dire. Lorsqu'on a imposé au niveau de l'université, avant de signer un diplôme, d'avoir un rapport anti-plagiat. Il y a certains CEDOC qui ont refusé. Au niveau de la faculté des sciences d'éducation, ça a été immédiat, ils ont adopté, ils ont dit au contraire. Ça fait partie des bonnes pratiques pédagogiques. Mais il y a des CEDOC qui nous ont dit pourquoi? Est-ce que vous ne nous faites pas confiance? C'est pas qu'on ne vous fait pas confiance. C'est que parfois on a tendance à faire confiance aux autres. Je fais confiance à mon doctorant, je fais confiance à mon professeur,
Je fais confiance à mon responsable d'équipe. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais personne ne vérifie, personne ne prend la peine. Et on peut aboutir à, on a eu ces dernières années plusieurs thèses où on a eu des plaintes parce qu'il y avait du plagiat. Et quand j'ai dit du plagiat, ce n'est pas un paragraphe, qui n'est pas tolérable d'ailleurs, ni une page, ni 5 pages. C'est une thèse en entier. Que ce soit des doctorants de l'université qui plagient d'autres thèses ou des doctorants d'autres universités qui plagient des thèses de nos doctorants. L'éthique est importante. On ne peut pas faire fonctionner l'enseignement supérieur dans n'importe quel pays dans le monde sans éthique. Ça veut dire que si je rédige un article, dans l'article, je ne mets que les personnes qui ont participé à la rédaction de l'article. Je ne mets pas ce qu'on appelle les passagers clandestins. Celui-là, il a besoin de soutenir, on va le mettre dans l'article pour qu'il soutienne. Ce professeur a besoin de passer habilité, on va le mettre ici pour qu'il soutienne habilité, etc. L'éthique, c'est d'abord ça, c'est quelque chose de difficile, de compliqué. Je vous donne un exemple. Moi, j'y m'est arrivé de donner mon nom en tant qu'encadrant principal pour des professeurs assistants qui voulaient encadrer. Mon nom ne figure pas sur les articles de ce doctorat-là. Pourtant, je suis l'encadrant principal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas participé à la recherche. Pourquoi je veux mettre mon nom? Donc l'éthique, c'est un point extrêmement important et fondamental. Le troisième point sur lequel il y a eu également une réflexion de la part de ce qu'on appelle la Ligue des universités de recherche dans le monde. C'est les meilleures universités, c'est-à-dire les 50 meilleures universités dans le monde qui font énormément de recherche, qui ont beaucoup d'argent. Et ils ont abouti à un constat clair. Pour eux, alors si c'est pour eux, c'est vrai, je n'ose même pas l'imaginer pour nous. Ils ont dit qu'il faut former les encadrants de thèse. Il faut former les encadrants de thèse. Alors, la conclusion, c'est que les encadrants de thèse, dans les pays les plus développés, dans les meilleures universités, ne sont pas suffisamment formés. Et ça rejoint un des questionnements qu'a posé M. le doyen. Si vous faites un travail, mais vous n'avez pas une méthodologie rigoureuse et claire, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas fait des études, ou des sondages, ou des statistiques, en vérifiant ce qui se fait au mieux dans les normes au niveau mondial, votre travail ne vaut rien. Et ça a été retrouvé un peu partout dans le monde, comme on a retrouvé du plagiat dans les meilleures universités mondiales, etc. Donc la conclusion, c'était qu'il faut faire des sessions spéciales de formation pour éviter que 90% de la recherche ne serve à rien, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis. Je rappelle juste un chiffre. Notre université, juste au niveau des bourses pour les doctorants, entre bourses d'excellence, les bourses du ministère, c'est 35 millions de dirhams par an. La table de milliards, 35 millions de dirhams. C'est de l'argent que l'État met uniquement pour notre université. Si vous rassemblez à l'ensemble des universités marocaines, c'est un chiffre énorme. Après, on peut calculer combien ça nous a coûté de sortir 800 doctorants par an. Ça coûte très cher. Et on doit se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que nous sommes Marocains. Parce que l'État n'a pas une banque derrière lui qui le finance à l'infini. Il y a un budget limité et on se doit de dépenser l'argent au mieux. Et donc, le financement de la recherche dépend aussi de ce qu'on fait avec. Si l'État nous donne 35 millions de dirhams et on sort seulement un petit nombre, je pense que le taux de réussite a été clairement bien expliqué par M. le doyen, c'est-à-dire que le taux de réussite en doctorat est très faible au niveau national. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau mondial. Au niveau du Maroc, je vais rappeler que la recherche au Maroc est récente. On ne peut pas se comparer à des pays pour lesquels la recherche existe depuis des centaines d'années. Le premier secrétariat d'État à la recherche au Maroc a été créé en 1998. C'est M. Omar Fassiferi qui avait été nommé à l'époque secrétaire d'État, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à la recherche au Maroc. Avant, on faisait la formation des cadres du Maroc. Puis par la suite, petit à petit, on a commencé à mettre des moyens pour des bourses, pour des projets de recherche. Bien sûr, les sciences humaines et sociales ont toujours été le parent pauvre, c'est-à-dire on donne davantage aux sciences et techniques. Et c'est vraiment depuis une dizaine d'années qu'on commence à avoir des budgets conséquents. Et puis depuis 5 ans ou 6 ans qu'on commence à avoir des projets financés pour les sciences humaines et sociales.
Donc je l'ai dit hier, on a 30 projets au niveau de notre université, financés au niveau des sciences humaines et sociales, dont un certain nombre dans cette faculté. Cette recherche, donc, elle est nouvelle, mais elle dépend de plusieurs éléments. Le financement, on en a parlé, c'est important. Si on n'a pas de financement, on ne peut pas faire la recherche. En tout cas, déjà, dans les sciences et techniques, c'est impossible, parce que ça nécessite des équipements qui coûtent excessivement cher. Et ça nécessite aussi d'aller présenter des papiers dans des conférences, se déplacer, déposer des brevets, ou rédiger des livres, ou soumettre des articles, etc. Donc tout cela, ça nécessite un financement. Alors la recherche au Maroc est partie de pair avec les formations doctorales. Donc les premières formations doctorales structurées ont été créées également en 1998, avec la création des UFR, des unités de formation et de recherche. Donc les UFR doctorat et les UFR 2A, diplôme d'études supérieures approfondies, c'est un peu plus que le master. Donc ça a duré jusqu'à pratiquement 2008, et en 2008, il y a eu la création des centres d'études doctorales. On a réimaginé à nouveau les formations doctorales organisées par grands groupes, parce qu'avant, pour les UFR, chaque professeur avait son UFR et son petit sac et il se promenait dans... C'était pas possible. Donc on a dit, il faut regrouper, pour qu'il y ait une masse critique. Et il y avait des professeurs qui ne pouvaient pas encadrer parce qu'on ne leur redonnait pas la possibilité d'encadrer. En créant les CEDOC, on a démocratisé la recherche. C'est-à-dire qu'on a ouvert la possibilité à tous les professeurs qui souhaitent faire de la recherche ou qui souhaitent encadrer, faire cette recherche. Malheureusement, il n'y a pas eu d'évaluation objective pendant toute la durée des CEDOC, du fonctionnement des CEDOC et du rendement de ces CEDOC. Est-ce qu'on a réellement formé de bons docteurs? Est-ce qu'ils ont intégré tous des universités? Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi? Est-ce qu'ils ont été bien formés? Est-ce qu'ils ont été préparés à leur métier? Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on n'a pas apporté suffisamment de réponses. C'est pour ça qu'il y a eu récemment une réforme qui a été engagée par notre ministère au niveau de la refonte du cahier des normes pédagogiques du doctorat, d'une part, et d'autre part, en accordant un certain nombre de mécanismes de financement complémentaires. Je donne un exemple, les bourses d'excellence n'existeront plus sous leur forme actuelle. Il y a un nouveau format qui va être donné à partir de bientôt, je ne sais pas quand, pour vous donner l'information exacte, mais on a un petit peu les grandes lignes. On sait que il y a à peu près 1000 doctorants par an qui vont recevoir une bourse. Les chiffres tournent entre 5 000 et 7 000 dirhams par mois, ce qui est quand même une bourse assez conséquente. En contrepartie, ils devront assurer un certain nombre d'heures de formation, d'encadrement pour des licences, des masters, plutôt licences au niveau TD, TP ou de l'encadrement. On a travaillé à réduire le volume parce qu'avant, il y avait le système de moniteur, c'était 15 heures par semaine, on a dit 15 heures par semaine, autant qu'ils ne fassent pas de thèse. Donc ça a été réduit, je pense, aux alentours de 80-90 heures par an, à répartir comme veut l'université. Donc on peut donner aussi également des heures de surveillance, un ensemble de participation à des activités de conférences, etc. Donc bien sûr, participer, c'est pas présenter un papier, c'est participer à l'organisation de la conférence. En fait, faire le métier d'enseignant-chercheur. Donc ça, c'est un premier mécanisme, mais ces doctorants-là vont être, comme pour les bourses d'excellence, choisis parmi les meilleurs. Donc si on recrute de bons doctorants à la FSE, on peut espérer avoir des bourses pour ces... Si on choisit des moins bons, parce que c'est une compétition nationale. Il y a 1000 bourses au niveau national. Pour les bourses d'excellence, selon les années, on obtenait entre 17 et 19% des bourses, sachant qu'on a 20% des doctorants de tout le Maroc. Donc, on était assez bon dans les bourses d'excellence, mais il faut qu'on reste bon. Donc ça nécessite de recruter de bons doctorants, donc de choisir vraiment le meilleur, en choisissant ce critère-là et pas d'autres critères. L'autre différence, donc c'est le cahier des normes pédagogiques, c'est au niveau des phases d'inscription et de réinscription. Donc ça a été précisé, c'est entre le 1er juillet de l'année jusqu'au 31 octobre. C'est-à-dire pendant cette période-là, nous devons tout faire
préinscription en ligne, choix de sélection des candidats, passage devant les jurys et inscription définitive. Donc le 31 octobre, tout le monde est inscrit. Pourquoi? Parce qu'on avait des situations où on restait jusqu'à janvier, février, et les gens s'inscrivaient tout. Donc ils commençaient leur année, la première année, avec pratiquement 6 mois de décalage. La bourse, elle arrivait forcément au bout de 8 mois. L'idée, c'est de donner des bourses très tôt. Donner des bourses dès novembre aux doctorants pour qu'ils puissent travailler dans des conditions normales. Ce n'est pas normal qu'un doctorant à la première année doive attendre pratiquement la fin de l'année avant d'avoir sa bourse. Et on sait qu'à Rabat, surtout, c'est très compliqué, la vie est très chère. Même pour les enseignants-chercheurs. Alors, je n'ose même pas imaginer un doctorant qui reçoit 1000 dirhams, ou même les bourses d'excellence 3000 dirhams, c'était inutile. Également, au niveau des formations transversales, il y a eu rajout de nouvelles formations. J'en parlais d'au moins deux. Une, c'est une certification dans une langue étrangère. Anglais, français, ça dépend. Moi, je penche plutôt pour l'anglais parce que j'aurais pu vous faire ma présentation en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue mondiale. C'est la langue dans laquelle s'expriment un certain nombre de pays dans le monde et un certain nombre de pays arabes. Il n'y a que le Maghreb où on parle le français, plus que l'anglais. Dans tous les autres pays, c'est l'anglais. Et c'est ce qui explique, par exemple, que dans le domaine des sciences et de l'éducation, aucun pays du Maghreb n'est présent au niveau mondial. Aucun. Au niveau de la visibilité. C'est les pays arabes, comme le Liban, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, Qatar, et en Afrique, c'est les gros pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ou le Nigeria, qui sont présents, qui sont visibles. Visibles, c'est-à-dire qu'ils publient suffisamment pour qu'on dise c'est des gens qui publient au niveau du Maroc ou du monde du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie. Bon. La Libye, c'est un peu limite, mais dans ces pays-là, il n'y a pratiquement pas de publication, très peu. Et donc, c'est une problématique également pour le Maroc. Donc, il y a cette partie de certification. L'idée, c'est qu'un professeur, enfin, un docteur, doit maîtriser au moins, en plus de l'arabe, une langue étrangère, français ou anglais, de préférence anglais. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, pour le recrutement des professeurs, on va exiger, s'il n'a pas de niveau, on ne le recrute pas. Donc celui qui ne veut pas faire de certification, ou la bonne certification, il va avoir un problème pour être recruté. L'autre matière qui a été introduite, c'est une matière qui inclut en même temps l'histoire, avec l'histoire des sciences par exemple, sciences de manière générale, hein, sciences d'éducation, etc. C'est bien d'avoir une idée sur cette avancée. On ne doit pas étudier juste sur sa matière précise, sur sa technicité, sur ses compétences, mais on doit avoir une culture générale. Un professeur ne doit pas savoir parler juste dans son domaine. Si on sort de son domaine, il ne sait rien dire. Non. Il doit savoir avoir une ouverture sur le monde. Et il y a une partie qui a été introduite qui concerne l'intelligence artificielle dans les formations transversales. Bon, à titre personnel, c'est un avis personnel, je suis assez réservé là-dessus parce que on ne nous explique pas qu'est-ce qui doit être enseigné. Or, comme vous le savez, si on n'a pas de curriculum, si on n'a pas une liste des compétences à avoir, comment peut-on définir un programme? Donc ça, on ne le sait pas. Et je vais revenir à ce dont tu as parlé, Sikidei, parce qu'on peut, par exemple, vous faire un cours sur ChatGPT. Mais faire un cours sur ChatGPT, c'est sur quoi? Ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle. J'ai enseigné l'ancêtre de ChatGPT à mes étudiants en 1993. C'est pas nouveau, ChatGPT. Mais je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que ChatGPT, il faut s'en méfier comme Wikipédia. On peut remettre en cause ce que dit ChatGPT. J'ai réussi à faire dire à ChatGPT qu'un triangle, il a 5 côtés. Et il m'a dit, un triangle, il a 5 côtés. Pourtant, c'est plus qu'il a 3 côtés. Je lui ai posé la question, quelle est la plus ancienne université dans le monde? Alors, si je vous demande à vous, quelle est la plus ancienne université dans le monde? Il m'a dit, non, c'est l'université de Bologne. Alors, je lui ai dit,
Quand est-ce qu'a été créée l'université qaraouienne? Il m'a dit 900, 800. Quand est-ce qu'a été créée l'université Bologne? 1200. Donc quelle est la plus ancienne? Il m'a dit qaraoui. Dans la même discussion, pourquoi? Parce que ChatGPT ne vous donne pas une information sur les connaissances qu'il a apprises. Il vous donne un avis sur ce que disent les gens en moyenne. Si la majorité des gens ici me disent c'est l'université Mohamed V, ChatGPT veut dire c'est l'université Mohamed V. Parce qu'il se base sur la majorité de ce que disent les gens. Il part sur Internet, il regarde la majorité des avis. Donc si les Chinois et les hindous décident que leur vérité sera celle qui sera appliquée dans le monde entier, ben, ils sont plus nombreux, ils sont 3 milliards. Ils vont l'écrire sur Internet et ChatGPT va répéter ce que disent l'Inde et la Chine. C'est juste pour dire que dans les usages que l'on fait de ces outils-là, l'idée c'est de vous apprendre un usage critique. Un doctorant qui m'écrit j'ai trouvé ça sur Wikipédia, donc c'est vrai, c'est faux. Wikipédia, c'est nous qui l'écrivons. Moi, je peux maintenant rentrer dans Wikipédia et écrire ce que je veux, même si c'est faux, et ça va rester pendant plusieurs semaines avant que quelqu'un d'autre corrige ou ne le corrige pas, ou corrige avec quelque chose de faux. Alors, pour revenir donc maintenant à la recherche en sciences d'éducation, moi je pense que c'est qu'il a bien posé un peu la problématique. Mon avis personnel, même si je ne suis pas un spécialiste des sciences d'éducation, j'ai une de mes sœurs qui était spécialiste dans la didactique de la biologie, donc je ne peux pas prétendre parler en tant que spécialiste, mais à mon sens, le rôle de la faculté des sciences d'éducation, tant dans la partie formation que dans la recherche, est extrêmement important au niveau national, actuellement, à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous avons un gros problème au niveau de l'éducation, au niveau de la formation des compétences. Il n'est pas normal que les élèves du primaire ou du secondaire arrivent jusqu'à l'université et certains ne savent pas lire et écrire. Ça, je le dis et j'assume ce que je dis. Il y en a qui arrivent au niveau de l'enseignement supérieur et ne savent pas lire et écrire. J'ai vu des copies écrites par des élèves de master. Il n'y a pas une ligne qui est correcte. Une ligne qui est correcte. Ce n'est pas de leur faute. C'est le système qui est en cause. Le système qui a permis à ce que ces étudiants arrivent jusqu'au bout. Bien sûr, ce n'est pas la majorité, hein. C'est une minorité. On reçoit la majorité des étudiants que nous recevons à l'université. Ils ont le niveau adéquat. Mais en tant que formateur, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, on doit se poser ces questions-là. Comment faire pour faire en sorte que, dans la construction des programmes, j'apprécie beaucoup l'approche canadienne, de l'approche par compétences, pour monter un programme de formation. Mais on sait très bien que dans beaucoup de cas, un programme de formation se monte un petit peu de manière plus amateur. On est en train de travailler sur le programme de licence. Je vais être un peu subversif pour rejoindre ce que disait c'est la journée. Avant de définir nos programmes de licence, est-ce qu'on s'est intéressé d'abord à savoir qu'est-ce que le marché de l'emploi veut? De quoi a-t-on besoin au Maroc? Je vais vous donner un exemple clair. Dans le domaine de l'ingénierie, puisque je suis issu d'une école d'ingénieurs, on avait reçu un groupe de lauréats de l'école qui avait travaillé pendant 10 ans, qui avait créé des entreprises, et on leur a posé la question, quelle est la matière la plus importante pour vous dans le programme? Ils nous ont dit, c'est une matière que vous n'enseignez pas suffisamment. C'est la gestion de projet. Vous êtes d'accord, Sylvain? C'est la gestion de projet, il m'a dit, parce que quel que soit le travail que va faire un ingénieur ou un médecin, quoi que ce soit, s'il ne sait pas faire de la gestion de projet, il ne saura pas faire son travail. Donc, on se doit de revenir au marché de l'emploi. Si on veut former des enseignants, on doit aussi se poser la question par rapport à ceux qui ont pris ces enseignants-là, qu'est-ce qui manque à ces enseignants? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Bon, bien sûr, on a des idées, on savait qu'il y a des problèmes au niveau de la communication, des problèmes au niveau des langues, au niveau des soft skills, ce qu'on dit. Mais il faut aller aussi dans les compétences techniques, c'est important. Donc au niveau de la recherche en sciences d'éducation, on doit repérer tous les problèmes que nous avons au niveau de la science d'éducation et essayer d'apporter des réponses objectives. Que ce soit au niveau pédagogie, les pratiques en classe, et au niveau didactique, réfléchir sur comment transmettre le savoir. Quels sont les différents mécanismes? Maintenant, je rappelle qu'au niveau de l'université, nous avons
6 priorités, et une des priorités concerne l'éducation, et notamment la digitalisation et éducation. C'est-à-dire comment utiliser les outils informatiques pour améliorer le rendement pédagogique au niveau des différents établissements. Alors, je vais terminer rapidement par 2 points. Alors, c'est qu'il a parlé de la visibilité et de l'importance de la visibilité. Notre université, au niveau national, c'est la première université en termes de publication et au niveau de la recherche également. Parce que dans tous les classements internationaux, on est au niveau de la recherche en tout cas premier. Et de très loin, c'est-à-dire on produit entre 20 et 25% de la production nationale en recherche, ce qui est énorme, parce qu'on représente, en termes d'enseignants, c'est 10%, en termes d'étudiants, c'est 7%. Donc on est quand même une université dans notre environnement qui est leader. Après, il ne faut pas qu'on regarde son nombril, il faut qu'on regarde au niveau régional, au niveau africain, et là on voit le décalage. Au niveau africain, on est 13e. Les universités qui nous dépassent, c'est l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Égypte maintenant est devenu le premier pays. Et le premier pays du monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite. Mais nous avons tout un ensemble de pays qui émergent. Monsieur le doyen l'a bien dit, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a la Malaisie. Là, je parle des pays musulmans. C'est des pays qui émergent et qui concurrencent les grands pays européens. Et moi, je dis, au Maroc, on peut faire la même chose. On peut concurrencer, on peut être le premier du Maghreb d'abord. On n'arrivera jamais à dépasser l'Égypte parce que l'Égypte, ils ont plus de 120 000 enseignants-chercheurs. 120 000. Au niveau du Maroc, dans les universités publiques, on a 15 000. J'aimerais bien qu'on se pose la question de l'encadrement. Quel est le taux d'encadrement plus efficient par domaine? Pour dire au ministère, bon, écoutez, on peut arriver à améliorer le rendement de l'université, en particulier en licence, mais on ne doit pas avoir un taux d'encadrement au niveau du Maroc qui est 2 fois moindre que la Tunisie et l'Algérie. L'Algérie, c'est 22 000 enseignants-chercheurs. La Tunisie, 22 000 enseignants-chercheurs. L'Algérie, 60 000. Le taux d'encadrement chez nous, il est 2 fois moindre, que ce soit au niveau administratif ou au niveau. Donc ça, c'est des questions qu'on a le droit de se poser. On peut faire les meilleurs programmes du monde. Mais si l'enseignant, le pauvre, il doit renseigner, faire la recherche, être responsable de participer à des manifestations, aller dans des conférences, aller animer des débats, ça, il ne peut pas le faire. Et on sait tous que ce n'est pas possible. Donc la visibilité est importante, et la visibilité des sciences d'éducation du Maroc, c'est vous en particulier qui pouvez l'apporter. Bien sûr, nous avons au niveau de l'université 2 établissements qui travaillent dans les sciences d'éducation, il y a également l'ENS Khartoum. Mais, à mon sens, l'université, pour être la première université marocaine, à être visible dans les sciences d'éducation. Le classement, le Times Higher Education, par sujet, c'est-à-dire par domaine. Dans les sciences et techniques, on est présent dans tous les domaines. Dans les sciences humaines et sociales, on est présent uniquement dans 2 domaines. Dans tout ce qui est business, économie, et dans tout ce qui est sciences sociales. Mais les sciences sociales, c'est les scientifiques qui publient dans les sciences sociales. C'est eux qui permettent d'avoir la visibilité. Je rappelle également que dans les sciences d'éducation, vous avez au moins 2 écoles d'ingénieurs à la faculté des sciences où on a les professeurs qui travaillent sur tout ce qui est outils informatiques liés à la pédagogie. Et donc on peut imaginer de créer des synergies. Il y a chaque année au moins une 60aine de publications dans ce domaine-là par les 2 écoles d'ingénieurs et par la faculté des sciences de Rabat. Donc on peut imaginer effectivement de créer un groupe fort qui va travailler sur ça, et on peut s'engager avec le ministère à se poser les bonnes questions. Quelles sont les questions auxquelles on doit répondre et à trouver des solutions innovantes. Et quand je dis l'innovation, c'est l'innovation adaptée au Maroc, ce qu'on appelle l'innovation frugale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser des milliards, nous on va dépenser peu d'argent pour obtenir le maximum de résultats. La production de la FSE, je pense que ce doyen-là, on en a déjà parlé. Le dernier point sur lequel je veux revenir avant de clore, c'est la problématique des sujets de thèse. Alors, un des points sur lesquels on avait discuté depuis 4 ans avec M. le doyen, c'est qu'effectivement, la faculté des sciences et d'éducation est une faculté qui s'occupe de tout ce qui est autour des sciences d'éducation, uniquement, pas le reste. Parce qu'après, on n'a plus de visibilité. Si je fais une thèse, je sais pas,
sur un domaine, le droit par exemple, ici, bon, ça n'a pas de sens. Le droit, ça doit être dans la faculté de droit. Par contre, la fac de droit n'a pas le droit de faire quelque chose sur les sciences d'éducation, sauf si elle doit faire le droit de l'éducation, peut-être. Donc ici, tout ce qui a trait à l'éducation, et c'est suffisamment large et vaste. Donc là, c'est les structures de recherche qui doivent se réunir, discuter, le doyen, peut-être avec d'autres acteurs, la REF, enfin tous les acteurs dans le domaine de l'éducation au niveau du Maroc, et se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord adresser les bons problèmes, les bonnes problématiques, mais également avoir une bonne production. Ce n'est pas uniquement les articles. On peut avoir des livres. Et les livres sont importants, mais j'aimerais qu'il y ait des livres de référence. Un livre, ou 2, ou 3, ou 10 qui sont publiés ici, et qui deviennent la référence au niveau au moins arabe. Ou régional, disent ce livre sur les sciences d'éducation, c'est un des meilleurs. On va l'adopter comme support de cours, parce qu'il est très bien fait. Ou bien on va le donner à nos étudiants doctorants parce qu'il fait un excellent état de l'art sur la problématique. Ça, c'est important. Donc, les publications indexées, nous allons travailler avec la faculté et avec les doctorants pour aider ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent publier un article indexé dans les bases de données Scopus ou Web of Science. On peut les aider. C'est pas difficile. Tout est là-dedans. Si on se dit dès le départ, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que c'est là-dedans que ça se passe, c'est dans la tête. Mais si vous vous dites c'est possible, même les doctorants en sciences, leur article il est refusé 5-6 fois avant d'être accepté. Ben, c'est normal, parce qu'il y a des gens, des grands chercheurs qui lisent, qui disent ça c'est pas bien, la méthodologie n'est pas correcte, on doit refaire ceci. C'est l'apprentissage. Quand un élève fait une erreur, on ne va pas lui crier dessus. On doit lui expliquer pourquoi il a fait une erreur. Et on doit l'encourager pour qu'il dépasse cette erreur-là. C'est notre rôle d'éducateur. De la même manière que notre rôle en formant des doctorants, c'est ça, c'est de dire la méthodologie, il y a un biais, bon, peut-être qu'il faut refaire ceci, c'est un rôle d'encadrement classique de professeur. Et donc, les problématiques de recherche doivent être plus ciblées. L'université peut aider à animer des débats, à former les doctorants sur différents outils, sur la méthodologie de la recherche. Et croyez-moi, cette faculté, c'est la faculté qui peut apporter le changement au niveau de l'éducation au Maroc. Puisqu'elle agit sur le primaire, sur le préscolaire, sur le primaire, sur le secondaire et sur le supérieur. Et dans la réforme, il y aura beaucoup de places accordées également à l'enseignement de la pédagogie universitaire pour les enseignants du supérieur également. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes paroles. Et je remercie à nouveau le professeur Kidaï pour l'organisation de cet événement. Je remercie également tous les intervenants pour la réponse. Merci. Merci beaucoup, M. Rousseau, pour la qualité de votre intervention qui parle sur la qualité de la formation doctorale au sein de notre université. Donc, d'une manière brève, la recherche, elle doit s'impliquer, elle doit s'inscrire dans un niveau mondial et doit avoir un impact sur la société. Elle doit émaner d'une problématique, notamment l'éducation, et bien sûr avec un degré d'innovation. Il a parlé aussi de la problématique de l'éthique, donc il faut revoir l'éthique, notamment les problèmes du plagiat. Il a parlé aussi de l'encadrement, des encadrements des thèses. Et bien évidemment, il a parlé de plusieurs réformes, à savoir la refonte de cahier pédagogique du doctorat et aussi l'octroi de la bourse des doctorants, les meilleurs bien sûr. Il a parlé aussi d'une formation transversale qui concerne tout d'abord la culture générale, les langues étrangères et bien entendu l'intelligence artificielle. Donc, je vous remercie, professeur Rousseau, pour la qualité de votre intervention et je passe directement au Saïd اليوسفي عمر اليوسفي عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد نائب رئيس جامعة المجتمعي السيد عميد كلية العلوم التربية، السادة نواب العميد، السادة والسيدات الأساتذة الباحثين، السيدات والسادة الطلبة سلك الدكتوراه.
حضرات السيدات والسادة، يطيبني بداية أن أعرب لكم عن سعادتي بلقاء هذه النخبة الأكاديمية والعلمية رافعة المستوى. كما أود بهذه المناسبة أن أبلغكم باعتذار السيدة جميلة العالمي مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني التي تعذر عليها حضور اللقاء، كلفتني بتمثيلها وتمثيل المركز، متمنية لفعالية هذا اللقاء النجاح والتوفيق. يسعدني بطبيعة الحال اليوم أن أتشرف بالمشاركة في افتتاح فعالية هذه التظاهرة العلمية التي حسب ما فهمت تروم مناقشة البحث العلمي في قضايا علوم التنمية بشكل عام، وبالأخص تثمين أعمال الباحثين إنجازاتهم العلمية خلال هذه السنة أو الفترة السابقة، وتشجيع كذلك الحوار بين مختلف المتدخلين في أنشطة البحث العلمي وقضايا علوم التنمية من أساتذة باحثين طلبة وكذلك الممارسين على حسب ما فهمت تربويين. جدير بالذكر من أجل التذكير فقط بأن موضوع البحث العلمي في قضايا علوم التربية هو واحد من بين 6 أولويات وطنية التي تم تحديدها في سنة 2014. يتعلق الأمر بأولوية التكوين والبحث، يمكن 6 أولويات من بينها هذه الأولوية. كما لا يفوتني بطبيعة الحال أن أنوه بجهودات جامعة الخامس والكلية يعني بخصوص الجهود التي تم تشجيع البحث العلمي بصفة عامة، والمكانة المرموقة التي تحتلها الجامعة على الصعيد الوطني، كما قام السيد نائب الرئيس بإعطاء مجموعة من المعطيات التي تؤكد هذه الوضعية. أنا في مداخلتي أو كلمتي سأتطرق إلى الموضوع من زاوية أهمية البحث في مواضيع علوم التربية داخل منظومة البحث العلمي والابتكار بشكل عام صعيد يعني دوليا أو وطنيا. وفي مرحلة ثانية سأحاول أعطيكم فكرة عن مختلف الخدمات أو البرامج التي يقدمها المركز بشكل عام للباحثين، ليس فقط لأن أغلب تكلمنا عن كم أغلب الخدمات هي موجهة إلى الباحثين في ميادين العلوم البحثة، ولكن هناك شق يبقى مهم كذلك يمكن الاستفادة منه الباحثين في مجال العلوم الإنسانية بشكل عام. إذا يلعب البحث العلمي والابتكار دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة. هذه مسألة يعني تم الحسم فيها، كما أن المعرفة بشكل عام صارت معيارا رئيسا لقياس مستوى تقدم الأمم، أصبحت تحضر اهتمام خاص في التوجهات الحكومية بشكل عام والخطط التنموية، وتساهم بشكل عام في مواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. هنا سأفتح قوس لتوضيح تفصيل مهم بخصوص موضوع المعرفة، لأن كما كداي إشكالية نقل المعرفة أو منظومة وطنية لنقل المعرفة والابتكار، هناك مجموعة من القدرات على حسب آخر الأبحاث العلمية تتعلق أولا بإمكانية أو قدرات إنتاج المعرفة، كاين قدرة نشر المعرفة، وبعدها القدرة على تمثل هذه المعرفة يعني l'absorption des connaissances، وفي الأخير القدرة على استعمال هذه المعرفة. بطبيعة الحال الإشكالية مختلفة ما بين الدول الصناعية نسميهم هي OCDE. الباحثين عندما يتطرقون إلى هذا الموضوع يركزون على إشكالية إنتاج المعرفة، الإشكالية يعني مركزة في هذا الجانب. أما الدول السائرة في طريق النمو أو الصاعدة لا زالت تعاني من إشكاليات متعددة في الموضوعات الثلاث الأخرى. وهنا يعني تبدو أهمية البحث في مجال التربية، لأن الإشكالات متعلقة خاصة بموضوع نشر المعرفة. كيف ننشر هذه المعرفة؟ النشر بحد ذاته غير كافي، يجب الحرص على أن هذه المعرفة يجب تمثلها وامتلاكها من طرف يعني المجتمع بشكل عام، النسيج الاقتصادي بشكل خاص، والممارسين لمختلف المهن وفي الأخير إشكالية استعمال هذه المعرفة من أجل تطوير العمل بشكل عام. وبالتالي حتى موضوع الاستهلاك فيه إشكال، يعني يجب يعني تطوير موضوع الاستهلاك والغوص في تفاصيله، والإنتاج كما كنت سي قصو يجب أن نركز فيه على إنتاج علمي يعني مبيع، يعني يحل إشكالات الوطنية، يركز على يعني هو تطبيقي. هذا لا يمنع أن كاين هناك مجهودات فيما يخص البحث النظري إلى آخره المساهمة في إنتاج المعرفة بشكل عام على الصعيد الدولي، ولكن محدودية الموارد
لا البشريه ولا الماديه يعني تدفعنا الى ان يكون هناك واحد التركيز على البحث الذي يخدم الاحتياجات ويواجه التحديات التي يواجهها يعني المغرب يعني بشكل خاص. اذا كنشد القوس بخصوص هذه النقطه. اذا العالم اليوم يتجه حديثا للاعتماد بشكل شبه كلي على العلم وعلى المعرفه. هذه المساله تساهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الراميه الى مواجهه التحديات. اذا تطوير جوده التعليم، القضاء على الفقر، تحسين الانتاجيه، حمايه الصحه، تحقيق التنميه الزراعيه والامن الغذائي، المحافظه على البيئه، تسريع وتيره التحول الاقتصادي، الرفع من القدره على التنافسيه الاقتصاديه. هذه كلها مجموعه من التحديات والاشكالات اللي كيواجهها المغرب واللي مطلوب ان البحث العلمي يساهم فيها بشكل يعني جاد. الحديث عن المعرفه والعلوم والتكنولوجيا والابتكار يقودنا بطبيعه الحال الحديث عن راس المال البشري. هنايا المساله ديال التربيه كتبقى مهمه والتكوين ودوره الكبير في عمليه تطور المجتمع. لنا بطبيعه الحال في الدول المتقدمه خير مثال، لان حيث اعتمدت بطبيعه الحال في نهضتها على الاستثمار في هذه الثروه البشريه وتمكينها من الادوات ووسائل العلم النظري والتطبيق المتقدم، وكذلك استثمار الميزانيات كتبقى ضخمه. غير يجب الموازنه ما بين طبيعه الحال الاستثمار والمنظومه تركيبتها لكي يكون هذا الاستثمار فعال ويحسن استخدامه من اجل تحقيق يعني الاهداف. فيما يخص المغرب، تبنت بلادنا في السنوات الاخيره مجموعه من بطبيعه الحال من الاستراتيجيات الوطنيه القطاعيه لا داعي لذكرها المندمجه. الهدف هو تحقيق هذه التنميه والتطوير يعني المستدام، وجعلت بطبيعه الحال البحث العلمي والابتكار احد الدعامات الاساسيه لنجاح هذه الاستراتيجيات من خلال محاوله الربط ما بين الاولويات البحث العلمي وهذا يعني وهذه الاحتياجات. الجامعه يتجلى الدور المحوري لها في قدرتها على مواكبه هذه المشاريع، مواكبه يعني من خلال تكوين مختلف الكفاءات يعني اللازمه والملائمه يعني للتدبير وتطوير هذه الاستراتيجيات، وكذلك تقويه البحث والتطوير في هذه المجالات، وبالاضافه الى ذلك انشاء بنيه تحتيه لنقل التكنولوجيا ونقل المعرفه، وتطوير اليات واطر عمل ممارسين هذا من جهه، والرفع من تنافسيه المقاولات. اذا واحد انتظارات كبيره يعني ملقاة على عاتق الجامعه من اجل مواكبه هذه الاستراتيجيات. بالنسبه للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وعي منه الدور الكبير والحاسم للبحث العلمي في التطوير الاجتماعي والاقتصادي. يعمل المركز بتعاون بطبيعه الحال مع شركائه في المنظومه، ما نسميه نحن المنظومه الوطنيه للبحث العلمي والابتكار، على الصعيد العملي والعملياتي، ان هناك اهداف رغبات الى اخره، ولكن كما كنقولوا il faut se donner les moyens de ces intentions de ces politiques et de ces stratégies. كيبقى هذه الاهداف كيخص يعني برامج عملياتيه تطبيقيه على الارض مموله ويعني مدبره بشكل جيد من اجل تحقيق هذه الاهداف. سأسرد يعني بشكل سريع بعض العناوين الكبرى الخاصه بهذه البرامج. اولا كاين دعم الابحاث العلميه المتميزه، بينها تلك المرتبطه بالمجال الانسانيه يعني العلوم الانسانيه والاجتماعيه طريق طلبه العروض. هنا اتذكر السي حموش في المرحله اللي كان فيها في وزاره التعليم العالي تم اطلاق برنامج ابن خلدون اللي هو كان لما اعتبر اول برنامج متخصص لدعم البحث في مجال العلوم الانسانيه والاجتماعيه. كانوا بطبيعه الحال برامج اخرى يا كتهم الاولويات بشكل عام، وبالتالي التربيه والتكوين كاولويه كان ممكن يعني كيستافد، او اللي متعلقه باشكالات رهينيه بحال كوفيد 19 بحال الاشكالات المرتبطه بالتريتوار والصحراء المغربيه. هناك كذلك دعم الابحاث المشتركه بين المؤسسات الجامعيه والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مجموعه من طلبه العروض يتم اطلاقها تكون بتمويل من بعض الفاعلين يعني انستيتيوشنال يعني من غير وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هناك دعم تشريك بنيه البحث وتطوير العمل المشترك على الصعيدين بطبيعه الحال الوطني والدولي. النقطه الرابعه اللي هي اساسيه ومهمه بالنسبه للباحثين وطلبه سلك الدكتوراه، دعم الاستعمال المشترك للموارد العلميه والتجهيزات والمعدات العلميه. هنا كاين المعهد الوطني للجيوفيزياء اللي فيه الامور اللي متعلقه بالجيوفيزيك، وحده التقنيه البحث العلمي بطبيعه الحال موجهه اكثر ما هو بحث في الميادين ديال البيولوجيا المعادن
المواد. الشبكه المعلوماتيه مروان اللي كتربط مختلف المؤسسات التعليم العالي في الشبكه الاكاديميه الوطنيه اللي هي كذلك مرتبطه بالشبكه الاكاديميه الاوروبيه جيون. والمعهد المغربي للاعلام العلمي والتقني، هذا المعهد اللي كيوفر الولوج للكتب الالكترونيه وقواعد البيانات العلميه الدوليه بما فيها مجموعه من البيانات العلميه الدوليه الخاصه بالاس اتش اس او العلوم الانسانيه والاجتماعيه. كذلك هناك هذا المعهد يمكن استعمال برنامج المعلوماتي لكشف الانتحال والسرقه العلميه. يتم تدبيره في المركز بطبيعه الحال بالتنسيق مع مختلف رئاسات الجامعات المغربيه، وحتى الولوج الى المعلومه العلميه التقنيه يتم كما كنقولوا بروكسي مع رئاسه، لان كاين هناك صوت دو ميتواليزاسيون او تعاضد الجامعات المغربيه كلها من اجل الانخراط او في هذه قواعد البيانات، لان بطبيعه الحال الانخراط بهذه الطريقه يكون ثمنه اقل ويعني منافعه اكثر. يتم ذلك عن طريق المركز. كذلك يستضيف المجلات العلميه فيما يسمى بوابه المجلات العلميه المغربيه FASM. هذه البوابه التي تضم اكثر من 115 مجله تم تطويرها واستضافتها، اغلبها مجلات متخصصه في مجال العلوم الانسانيه والاجتماعيه. هنا فين كاين الخصائص، وبالتالي كاين مجهود كبير يعني يقوم به الاخوان على صعيد الميس من اجل مواكبه يعني حاملي هذه المشاريع المجلات العلميه، خاصه في مساله الرقمنه وكما كنقولوا يعني احترامهم للمعايير التي تمكنهم فيما بعد من امكانيه انهم يكونوا اندكسي ويتحولوا الى مجلات علميه محكمه. كما يوفر المركز كذلك خدمات اليقظه العلميه والتكنولوجيه على حسب المجالات المتوفره، ويعمل على تشجيع التميز من خلال توفير المنح التميز في البحث. الان ننتظر في الوزاره هذا البرنامج الجديد المتعلق بالجينيراسيون دي دكتورون، وهناك منح اخرى مع فاعلين اخرين مثل منح تشجيع التعاقد الاكاديمي بين الجامعه والمطاوله سيف، منح في مجال تكنولوجيا الفضاء والى اخره. ويدعم المراكز كذلك بنيه البحث المتميزه on parle de unité labellisée CNRST، يعني يوفر ميزانيه مقابل بطبيعه الحال احترام دفتر تحملات خلال مده معينه، ويدعم التظاهرات واصدار المؤلفات. وكاين امكانيه للاستفاده من هذه البرامج بشكل مباشر، يشجع الابداع والابتكار وحمايه الملكيه الفكريه، ويدعم كذلك مشاركه الكفاءات المغربيه المقيمين بالخارج في انشطه التكوين والبحث العلمي. يعني الجامعات والمؤسسات اللي لها تواصل مع كفاءات مغربيه مقيمه بالخارج ويريد يعني ان يشركها سواء في التكوين عبر دروس او محاضرات، او في العمل على كونتيدال كوديريكسيون او يعني التطوير المشترك لابحاث الدكتوراه او البحث العلمي بشكل عام. وبشكل عام يساهم المركز او الهدف ديالو الاساسي هو تجويد منظومه البحث العلمي والابتكار المغربي. بطبيعه الحال انا اتطلع بكل ثقه للنتائج التي تسفر عن هذا اللقاء العلمي، واؤكد لكم دعم المركز المتواصل للباحثين. يعني نحن راهن الاشاره عند يعني تواصلوا معنا. وفي الختام اجدد الشكر الخالص لجميع القائمين على تنظيم هذا اليوم الهام، متمنيا لاشعاركم بالتوفيق والسداد، وشكرا جزيلا. شكرا للسيد لوسي على هذه المداخله القيمه، والتي تحدثت عن اهميه البحث العلمي في تحقيق التنميه المستدامه وفي مواجهه التحديات. تحدث ايضا عن الولوج الى عالم المعرفه. اذا كانت الدول المتقدمه يعني ربما تفكر في الانتاج، فان العالم الثالث فهو يفكر في كيف ينشر هذه المعرفه، كيف تتمثل هذه المعرفه وكيف تستعمل. وهذا بالتالي هو دور البحث العلمي لحل اشكاليات وطنيه، ويبقى هذا يعني ربما مسؤوليه على عاتق الجامعه لحل مجموعه من هذه الاشكاليات. تحدث في الشق الثاني من مداخلته عن دور المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من بينها الادوار دعم الابحاث العلميه المتميزه، برنامج ابن خلدون، البحث مشترك بين مجموعه من الهيئات،
دعم تشبيك بنيات البحث على الصعيد الوطني والدولي، دعم تشبيك الموارد العلمية بالنسبة لطلبة الدكتوراه كشبكة مروان غزو مروان. أيضا عن اليقظة العلم، دور المركز في اليقظة العلمية والتكنولوجيا وتشجيع التميز ودعم التظاهرات وإصدار المؤلفات وحماية الملكية الفردية.